merci d'être resté parmi nous. On va donner l'occasion au public de s'exprimer, bien sûr. Mais j'aimerais poser à notre panel une question assez concrète, puisque le thème de notre journée d'aujourd'hui porte sur le réchauffement climatique et les actions que l'Union européenne doit entreprendre ou aurait dû entreprendre. D'abord, petit tour de table rapide. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne en fait assez ? Répondez simplement en une phrase ou deux. On part de droite à gauche. On n'en fait jamais assez sur ce genre de sujet-là ? Tom Bowler. Monsieur le commissaire, vous êtes jugé Vous parti, savez, c'est bien. l'Union européenne, ce n'est pas que la Commission, hein, ce sont surtout aussi les États membres. Il est certain que sur de nombreux points, on pourrait faire plus. Oui. Francisca. Oui, je crois qu'on ne serait pas ici si l'Union aurait fait assez. Et on est déjà à 1,4 degré de réchauffement. Et oui, ça va encore continuer. Et oui, pour ça, il faut agir plus rapidement. Marc Engel. Assez, c'est difficile, mais je dirais plus vite et mieux. Claude Thomas. L'actuelle Commission, les États et le Parlement européen font beaucoup. Et bien sûr, le tempo pourrait aller plus vite, mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, il y ait aussi une dimension industrielle. Parce que un des chaînons, Nicolas a mentionné le chaînon redistribution à l'intérieur de l'Europe, le chaînon social, mais l'autre chaînon qu'on a enfin attaqué, après 10 ans de naïveté par rapport à la Chine, c'est d'avoir une politique industrielle et avoir le sourcing qui va avec. Et ça va nous mettre dans une position, je dirais, d'une plus grande force aussi pour avoir une certaine autonomie économique en Europe dont on aura besoin si on veut aller plus loin sur un modèle de post-growth. Merci Claude Thomas. On a beaucoup parlé de l'Europe, on a compris pourquoi l'Europe avait un devoir moral d'agir, parce qu'elle était le plus grand pollueur depuis longtemps en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On n'a pas du tout abordé les États-Unis, à part l'exemple de la Californie. Et on constate souvent qu'aux États-Unis, on continue à utiliser des grosses voitures, à privilégier les carburants fossiles. L'Europe et les États-Unis, c'est vraiment différent. On peut pas aborder les mêmes objectifs, les mêmes modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Moi, je peux très vite. Biden, avec son Inflation Reduction Act, en fait, c'est la politique climatique déguisée. Il a dû faire quelque chose qui est très America First, mais derrière, il a créé les conditions pour que les États-Unis finalement investissent massivement dans l'énergie solaire, dans l'éolien, dans les réseaux, dans les voitures électriques, dans l'hydrogène. Donc en fait, Biden a vraiment... La politique climatique sous Biden, c'est un saut quantique même par rapport à ce qu'Obama avait fait avant. Mais c'est aussi ambitieux que l'Europe, Nicolas Schmitt. Je suis totalement d'accord. C'est un paradoxe. C'est dans le pays qui, soi-disant, est reconnu comme le pays le plus libéral, le plus axé sur le marché, finalement, la politique climatique est une politique industrielle qui est largement pilotée par l'État. Hein. Donc, les Américains sont très réticents par rapport aux instruments de marché comme la fiscalité sur l'énergie, par exemple. Ça, c'est politiquement très difficile. Et Biden a choisi une politique très interventionniste, finalement, très axée sur les aides publiques, sur les aides d'État pour créer une dynamique industrielle, qui d'ailleurs répond à un autre souci, qui est aussi un souci européen, qui est la désindustrialisation. C'est pour ça que je suis totalement d'accord qu'il faut profiter de la politique climatique pour réindustrialiser l'Europe. Par exemple, on a parlé des batteries, hein.
Une batterie qui est fabriquée en Chine a une émission de carbone qui est entre 2 et 4 fois supérieure que si elle est produite en Europe. Hein. Donc on a intérêt à la produire en Europe si le critère ce sont les émissions. Et donc la réindustrialisation de l'Europe est un élément important. Et là, je crois que les Américains, pour des raisons évidentes aussi, sur les régions délaissées par la globalisation, je crois qu'il y a des choses à regarder du côté américain. Je me permets de reprendre l'exemple des masques chirurgicaux. Quand on a été au cœur de la crise, on a lancé des industries ici pour en produire. Et quand ça s'est calmé, je pense qu'on achète tout en Chine à nouveau. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas empêcher de tels mouvements de levier comme ça? L'Europe a maintenant introduit aussi un mécanisme qui s'appelle le mécanisme carbone aux frontières, hein, le CBAM, qui veut pénaliser les importations qui viennent de pays tiers et qui sont produites à partir enfin, qui ont un taux d'émission supérieur à ce que nous imposons à nos industriels. Donc je crois qu'il faut avoir une approche globale, ce qui est à la fois une politique industrielle, une politique aussi, je ne dirais pas protectionniste, mais réaliste par rapport à la Chine notamment. Hein. Donc l'autonomie stratégique, c'est le nouveau maître mot. Hein. L'autonomie stratégique, c'est aussi développer les industries vertes en Europe. Vous savez, ceux qui ont lancé les premiers, les panneaux solaires, ce n'étaient pas les Chinois, hein. C'était en Allemagne notamment. Hein. Donc l'Allemagne avait l'industrie des panneaux solaires la plus dynamique, la plus... et en quelques années, cette industrie a été tuée par des importations en provenance de la Chine, bon marché, souvent de moins bonne qualité, mais bon marché, et l'Europe n'a pas été capable de protéger et surtout de montrer que les fabrications chinoises bénéficiaient d'aides publiques énormes, juste pour conquérir les marchés globaux et notamment aussi le marché européen. Donc ça montre que l'Europe doit, dans sa politique climatique, avoir une approche globale, c'est-à-dire commerciale, économique, sociale. Merci. Donc nous sommes tous autour de la table. C'est comme une table familiale finalement. On peut purger les sujets. Est-ce que l'un ou l'autre aurait entendu dans les discours de ce matin des choses qu'il aimerait préciser ou contester? Est-ce qu'il y a des points de friction dans ce que les uns et les autres vous avez pu entendre dans les exposés ou dans les discours? On est tous sur la même longueur d'onde. Tom Bowler. Oui, non, c'est pas des points de friction, mais peut-être quelque chose qui, moi, je sais pas, m'importe énormément. Et ça se voit un peu avec les discussions ici. Et aussi, j'ai l'impression, dans les différentes interventions, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à être très précis, à nommer et définir l'échelle de laquelle on parle. Parce que Europe, c'est pas évident. Amérique, c'est pas évident. Moi, je vis à Bruxelles, donc ça fait partie de la Belgique. La Belgique est quasi presque plus un pays, et en termes de politique climatique, c'est pas nécessairement clair que ce soit un niveau politico-administratif adéquat pour amener des choses. Et c'est pas, quelqu'un l'a dit, mais je sais plus exactement qui, mais c'est pas clair. Je crois que c'était Nicolas Schmitt. C'est pas clair que le monde post-climatique ou post-problématique environnementale soit politiquement et administrativement ait les mêmes leviers de gouvernance que le monde d'aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est un réel défi, en fait. Et c'est un défi aussi, je crois, pour le niveau européen, parce que le niveau européen est extrêmement bloqué, je crois, à se réformer et à revoir ses propres institutions. Parce que l'Europe ne dépend que toujours des États membres. Et on voit qu'il y a une grosse diversité, surtout au niveau de l'Europe même et des États membres. Et donc c'est pas évident de parler du niveau européen sans parler de ce qu'il y a en dessous. Tout comme en Belgique, c'est extrêmement peu évident de parler de Belgique sans parler des 3 régions, qui sont tout le temps en train de se... Enfin, il y a des mocheries qui se font entre les régions sur les politiques climatiques. Ça, c'est tout à fait évident. Et pour des raisons tout à fait... Pas parce que les gens sont vicieux, mais parce qu'on essaie de protéger ses propres trajectoires économiques et sociales.
il y a des gros clashs sur ça, et pour éviter qu'on soit pas assez précis, il faut être vraiment précis, je crois, je parle de quel niveau exactement. C'est pour ça que moi je crois que c'est un peu bizarre d'essayer de faire une distinction, une comparaison entre l'Europe et les États-Unis. Ce serait peut-être plus intéressant de faire une comparaison entre la Californie et la Flandre. Parce que l'Europe, il y a la Sicile dedans, il y a le fin fond de la Pologne dedans. Une batterie qui est produite en Pologne va être pire que la batterie chinoise. Ah oui! Donc les batteries européennes, ça n'existe pas, parce que les usines forcément sont spatialisées, elles sont quelque part. Hein. Si on les fout tous en France, ça va être génial, parce que la France a le nucléaire. Donc parfois c'est un peu difficile de parler de quelque chose de façon totalement agglomérée, et ça c'est une des spécificités, je trouve, des questions environnementales, et qui les rendent super intéressantes, parce que il faut à chaque fois les décliner à travers les différentes spatialités, et voir même sur les différentes temporalités, et ça c'est vraiment très intéressant comme sujet de recherche. Après, comme sujet politique, ça rend les choses plus difficiles, je crois. Il faut reconnaître que la vie d'un surfeur en Flandre est très déprimante par rapport à la Californie. Mais il y a d'autres points de différenciation. Est-ce qu'il y a d'autres points d'achoppement, d'autres remarques, d'autres compléments par rapport à ce que vous avez entendu les uns et les autres? Claude Turmes, vous attaquiez un peu Nicolas Schmitt sur les transports tout à l'heure. Est-ce que vous voulez un peu... La commission, mais vous êtes la commission, monsieur le commissaire. Non, mais moi j'ai dit que bon, j'ai ma, comment dire, j'ai mon analyse sur la performance de la commissaire au transport, mais c'est pas à Nicolas ne le mêlez pas à ça parce qu'il est dans un collège. Mais moi j'ai eu le droit de dire ce que je pense. Je suis un peu surpris de votre réaction. Bon, bien sûr. Il y a des sous-ensembles, mais même la Pologne, une batterie produite en Pologne en 2030, elle sera déjà très dépolluée parce que aussi la Pologne est déjà aujourd'hui en main d'œuvre le plus grand producteur d'éoliennes offshore. Parce que la plupart des éoliennes, tout ce qui est les poteaux qui sont dans la mer sont produits à Gdansk et à Gdynia. Et la Pologne a un grand programme offshore. Donc le charbon, il va relativement rapidement disparaître aussi en Pologne. Et socialement, ça ne va pas être un problème parce qu'une des régions en Europe avec le moins de chômage, c'est la région de Katowice. Donc là où il y a le charbon en Pologne, ils ont besoin en fait de libérer les travailleurs du charbon s'ils veulent continuer à dynamiser l'économie du sud de la Pologne. Et les Polonais le font avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup d'argent européen. Donc ils localisent par exemple les nouvelles batteries, mais aussi production de pompes à chaleur. Les Polonais, ils sont très stratégiques sur les nouvelles localisations. Et donc tout ça, ça va converger. Moi, ce qui m'intéresserait plus de discuter, c'est avec qui au monde l'Europe va faire des partenariats. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que Biden, c'est bon au niveau climat, mais comme c'est très America First, il y a beaucoup d'Américains du Sud qui sont assez furax de l'IRA. Donc ce que Biden a fait. Et donc je me demande si, en tant qu'Européens, ce n'est pas vraiment un moment, une petite fenêtre de tir pour des accords avec l'Amérique du Sud, qui est en fait un continent avec beaucoup de matières premières. Bon, après, il y a pour moi la grande question qui me hante, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Parce que Poutine aide bien à détruire la gouvernance de ces pays. Pour nous, en Europe, c'est le nightmare, parce qu'il n'y aura pas 1000 réfugiés par jour, il y aura 10 000. Et donc, moi, je crois qu'une des choses que l'Europe doit vraiment mettre en place, c'est une stratégie pour le nord de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une stratégie qui peut avoir comme cœur l'énergie, parce que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, elle est plus compétitive dans ces pays qu'en Europe. Donc, le jour où tu arrives à mettre en place des investissements, ces pays, ils auront un vrai avenir économique. Et ça, je crois, c'est pour moi les deux partenariats avec l'Amérique du Sud et le partenariat avec l'Europe. Bon,
sans retomber dans les vices du colonialisme, mais en ayant une approche intelligente du co-développement. Et je crois que ça, c'est quelque chose que l'Europe devrait accélérer en ce moment. Marc Engel. Je pense qu'il fonctionne. Ça va? Voilà. Ok, oups. Donc, pour revenir au partenariat avec l'Amérique latine, j'étais très content qu'il y ait eu le sommet UE-CELAC en juillet. Et au Parlement, nous avons aussi une délégation UE, Amérique latine et les pays des Caraïbes. J'en suis membre. Je suis aussi membre de la délégation UE-Chili. Et par exemple, au Chili, c'est le pays qui est en train de produire l'hydrogène vert le moins cher et on est en train aussi on a finalisé un accord, la modernisation de l'accord de commerce et d'association avec le Chili où on a introduit tout un chapitre sur le développement durable et les questions d'énergie dans toutes les rencontres maintenant, quand on va dans des rencontres interparlementaires, l'énergie est toujours sur l'agenda et fortement discutée et les partenariats et surtout pour nous rendre moins dépendants d'autres pays qui ne sont pas des pays démocratiques, les pays des Golfe, etc. Donc, et en Amérique latine, c'est des pays, comme on dit en anglais, like-minded, qui partagent nos valeurs. Donc je crois que ça vaut la peine, bien sûr, d'investir. Ce que Claude a dit sur l'Afrique, bien sûr, il y a une proximité, on est beaucoup plus proche. C'est très important aussi et je peux que souscrire à ce qu'il a dit sur les possibilités qu'on a dans ce domaine avec notre continent frère ou sœur avec l'Afrique. C'est surtout l'Afrique du Nord. Merci. D'autres répliques ou compléments par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? Juste, Michel oui, Bourban. une petite clarification, pas du tout un désaccord avec Tom. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit dans ta présentation. Juste un certain point, tu mentionnais les capacités d'adaptation différenciées des pays. Et avec l'idée aussi que dans les pays développés, c'est beaucoup plus facile de s'adapter, voire il y a beaucoup moins à craindre. Je sais que tu étais provocateur sur ce point, mais je voulais aussi revenir sur le fait que l'on soit aujourd'hui dans des pays riches ou pauvres, développés ou non développés, récemment industrialisés ou industrialisés il y a très longtemps, les vulnérabilités sont partout. Elles ont des degrés différents, mais tout le monde est vulnérable aux impacts du changement climatique. Les étés précédents l'ont très bien illustré. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une très grande augmentation de l'anxiété, notamment chez les plus jeunes, étant donné que ce seront eux qui devront vivre avec le monde qui est en préparation aujourd'hui. Et donc ce que je voulais dire, c'est que cette capacité d'adaptation que nous avons aujourd'hui et que nous avions ces dernières décennies est de plus en plus limitée, même si nous sommes extrêmement riches, en raison notamment des événements climatiques extrêmes. Même dans des pays extrêmement développés comme le Luxembourg et les Pays-Bas où je travaille maintenant, nous avons une vulnérabilité qui augmente chaque année. Donc c'est aussi l'idée de dire que l'urgence climatique, c'est pas que en raison des impacts climatiques dans les pays plus pauvres et les impacts sur les générations futures, c'est aussi dès aujourd'hui. Et le GIEC l'a très bien observé dans ses derniers rapports aussi pour dire que désormais les impacts climatiques sont omniprésents et ces impacts sur la santé humaine et les écosystèmes sont extrêmement graves. Donc c'était plus un complément d'information plutôt qu'un désaccord. Et ça va me permettre de placer une anecdote que je vous ai épargnée ce matin. Justement sur les vulnérabilités, je crois un des nœuds de la discussion et aussi de l'action, parce que la journée porte quelles actions, je crois doit vraiment essayer de porter sur l'identification très précise et correcte de ces nouvelles vulnérabilités, parce que je crois qu'il y a une nouvelle forme de vulnérabilité dont on n'a pas encore totalement compris l'étendue ni la configuration. Les vulnérabilités climatiques, pour le faire simple, ne sont pas les vulnérabilités socio-économiques qu'on connaît et autour desquelles ont été construites nos États. On est face à quelque chose qui est partiellement nouveau. Je vais vous donner une anecdote donc sur ça. Donc je fais partie d'une espèce de groupe comme ça de citoyens qui discutent avec la commune à côté de laquelle moi j'habite, qui est une commune assez aisée, Uccle, à Bruxelles. Donc ils sont en train de dessiner, comme toutes les autres communes à Bruxelles, leur plan communal d'adaptation. Et donc soirée d'information, soirée de discussion, soirée des mises en débat, genre à quoi devrait ressembler ce plan et ainsi de suite. Et tout se passe comme on l'avait prévu, comme la commune l'avait aussi prévu. Donc on identifie les vulnérabilités, tout ça, machin truc. Et oui, on sait, là c'est les logements sociaux, là c'est les pauvres, là c'est les... et ainsi de suite, quoi.
Et puis tout à coup, il y a une dame relativement âgée qui est vraiment assise au dernier rang, qui se lève et qui commence à pleurer. Elle s'est retenue pendant 2 heures dans le débat pour raconter son histoire. Et il s'est avéré qu'elle faisait partie de ces nouveaux vulnérables climatiques. Donc c'était une dame d'un certain standing. Elle habitait une villa avec piscine et une petite forêt autour de sa villa. Donc à Bruxelles, c'est pas mal. Hein, si tu as l'espace pour avoir ta petite forêt et la piscine et ainsi de suite, tu es quelqu'un de vraiment très aisé. De quoi souffrait-elle? Elle souffrait du fait que, donc c'était en l'hiver passé quand il faisait, voilà, c'était un peu difficile, elle n'arrivait plus à chauffer sa piscine en hiver, pardon. Alors on a là, oui, bon, ok, mémé, ainsi de suite, mais en fait, elle témoignait très longuement que cette incapacité de maintenir son standard de vie était pour elle un ultime signe que le monde allait vers la perdition et qu'il était vraiment quelqu'un devrait la rattraper. Et donc, à la limite, la commune ou l'État devrait lui payer le chauffage, enfin l'électricité pour chauffer sa piscine. Et c'est évidemment difficilement compréhensible, mais quand on prend les définitions canoniques de ce qu'est une vulnérabilité, là, on a une personne qui exprime une vulnérabilité personnelle psychologique, une détresse, et ça fait partie de la définition de ce qu'on appelle une vulnérabilité. Après, elle raconte, oui, je vais nager chaque jour, donc ça m'en tient, je suis en forme à cause de ça, nanana. Et donc ça, c'est des choses, on ne sait pas très bien quoi faire avec, je crois. Et ça, c'est quelque chose qui va se généraliser, en fait, des styles de vie ou des attachements personnels auxquels on tient, chacun, ou alors en termes de, je sais pas, en termes d'urbain ou rural ou périurbain, et ces choses vont disparaître, je crois, et créer des imprévus pour lesquels nos États ne sont pas... La commune d'Uccle n'a jamais pensé qu'un jour, elle devrait éventuellement payer le chauffage pour une piscine privée. Elle ne va pas payer, elle n'a pas les moyens, mais voilà. Mais ça indique que tout est relatif en tout cas et qu'il n'y a pas de vérité absolue dans l'exposition, notamment au changement climatique. Ça me rappelle, en Angleterre, ils avaient fait une définition de la pauvreté énergétique et la Queen était qualifiée. Parce que ses dépenses pour le Buckingham Palace étaient au-dessus de 10%. Et donc, ouais, tu vois, les définitions, c'est difficile d'être parfaite. Hein. Oui, sans compter des gens qu'on croit riches qui bénéficient de grosses subventions de l'Europe parfois. Je vais me tourner vers la salle. Je suppose que vous avez beaucoup de questions à nous poser. Il se passe des choses, mais... simplement, quand vous posez une question, je suis en panne probablement. Quand vous posez une question, dites simplement à qui elle s'adresse. Comme ça, on ne fera pas un tour de table à chaque fois. Merci. Enfin, je pense qu'elle s'adresse à tous les intervenants et c'est plutôt une suite du sujet dont on vient de parler. Je suis choquée qu'on puisse comparer une personne, âgée ou pas, qui n'a pas les moyens financiers de chauffer sa maison et de comparer une dame du même âge ou pas, qui n'a pas les moyens de chauffer sa piscine. Enfin, quand même. Je trouve que là, on n'est pas... on n'est pas à la même échelle. Voilà, je voulais dire ça, ça m'a choquée. Merci. Et je ne vous ai pas suivi malheureusement parce que j'ai un petit problème de micro, mais qui prend la réponse? Peut-être brièvement, c'est la définition de la vulnérabilité. Le GIEC le fait très bien, il montre qu'il y a des déterminants physiques, suivant où l'on habite, à quel point on est exposé aux impacts climatiques, mais il y a aussi des éléments plus socio-économiques. Et selon le GIEC, il faut prendre en compte justement ces éléments socio-économiques comme la classe sociale à laquelle on appartient pour arriver à faire des vrais indicateurs de la vulnérabilité. Il y a un aspect en effet psychologique que tu as bien souligné, Tom, c'est la perception de la vulnérabilité. Et cette perception peut amener à une vraie détresse, même si cela nous semble parfois absurde. Mais il y a également aussi des mesures qui ont été bien développées par les économistes avec des indices qui sont composés d'indicateurs qui montrent que des populations, notamment dans les petits États insulaires, sont objectivement beaucoup plus vulnérables que d'autres populations, notamment les populations qui habitent dans les pays du Nord. Donc nous avons quand même les moyens scientifiques de pouvoir déterminer les degrés de vulnérabilité et faire la différence entre ce qui est perçu en termes de vulnérabilité et qui est vraiment plus vulnérable d'un point de vue, on ne va pas dire complètement objectif parce qu'on n'y arrive pas, mais en tout cas plus objectif grâce aux indicateurs dont nous disposons.
Ouais, puis je pense que personne ici a comparé, c'était un témoignage, mais puisqu'on est toujours le compte de quelqu'un, peut-être que vous avez évoqué le fait que deux personnes n'étaient pas comparables si une personne n'arrivait pas à se chauffer ou à chauffer sa piscine. Peut-être que dans le monde, des personnes sont choquées que des gens se plaignent de ne pas pouvoir chauffer leur maison parce que tout simplement, ils n'ont pas de maison. Je dis juste qu'on est effectivement... La notion de vulnérabilité, elle est effectivement très sociale, elle est très personnelle, et que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, hein, si on est allé en vacances, je crois que c'est toi qui le disais, si on est allé en vacances et que globalement, on fait partie de ce pourcent-là, et il ne faut pas l'oublier qu'on fait partie de ce pourcent-là, il faut avoir cette humilité de pouvoir se dire que on est des privilégiés et qu'on est toujours à comparer. Enfin, c'est difficile de se comparer. Est-ce que comparer la Californie et l'Europe ou les États-Unis et l'Europe, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça a un sens de comparer des gens qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à chauffer leur piscine ? Enfin voilà, c'était juste... Ouais, mais ça a quand même des limites, hein, parce que, par exemple, je connais un chef d'entreprise qui a racheté une entreprise dans le nord de Luxembourg. Il vient en jet privé à Luxembourg, il est du côté de Nantes. Bien sûr, maintenant, si on pourrait dire, les jets privés, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire à l'ère du changement climatique, et il va se trouver très vulnérable, hein, parce qu'il va dire, là, je fais 1h30 pour revenir à Luxembourg, et à l'avenir, avec le TGV, je vais mettre 5 heures ou 6 heures, et imaginez le temps que je perds. Hein. Donc, je crois que c'est... Mais bon, je crois que Nicolas a dit quelque chose avant, et je le vis un peu brutal en ce moment, après avoir été éjecté, parce que j'ai été peut-être trop vu sur certains sujets. C'est le changement climatique et les politiques qu'on va mettre en place, ils vont bousculer les habitudes de un peu tout le monde. Et personne n'aime changer, ou je ne sais pas qui adore changer. Donc pour moi, le défi, il est ni technologique, ni financier. Le défi, il est sociologique. Sociologique dans comment réussir à avoir des énormes consensus dans la société. Et c'est là où les fossiles fascistes, on les paye cher. Parce que si je reviens sur la voiture électrique, bien sûr, on peut améliorer le bilan, on peut acheter des... Mais tant que j'ai un débat extrêmement virulent avec des mensonges tous les jours sur les médias sociaux par certains groupes, c'est très difficile de construire le consensus sociologique que dans nos sociétés ont besoin pour bouger massivement. Et c'est pour moi, ça c'est la question la plus difficile. Je ne sais pas, vous les chercheurs, donnez-moi une bonne réponse par rapport à ça. Non, j'ai pas de réponse, mais je vais embrayer parce que ça c'est quelque chose que moi j'avais remarqué, qui m'a un peu interpellé dans la carte blanche des étudiants, tout au début de la journée. Quelqu'un d'entre eux, si j'ai bien entendu, bien écouté, quelqu'un dit nous attendons à ce que la question soit dépolitisée, quelque chose comme ça. Ici, on a un discours, et ça c'est le mien aussi, je crois qu'il faut absolument politiser ces questions-là. Quand il faut les socialiser, construire un débat, discussion autour de ça, on ne peut pas... ça me semble bizarre de demander à ce que toute la discussion devienne une discussion purement technocratique, en fait, et purement technique, et purement rationnelle. Quelqu'un avant aussi dit c'est une question de rationalité. Oui, non, je ne crois pas. Je crois que c'est une question de... C'est quoi la société de demain ? Et ça, c'est pas du tout rationnel. Hein. C'est beaucoup plus une question d'en faire un débat politique. Et... Oui. Merci. Je voulais juste faire une remarque qui s'adresse à tout le monde et à personne. Il y a des bonnes solutions, mais ce n'est pas parce que ce sont des bonnes solutions en elles-mêmes qu'on peut les appliquer n'importe où. Je pense en particulier aux éoliennes. On a mis des éoliennes offshore et les habitants des côtes ne sont pas contents parce que ça détruit absolument toute la vie de la flore et de la faune le long des côtes. La pêche devient impossible, la reproduction des mollusques est impossible, etc. Donc il ne faut pas appliquer une bonne solution comme ça parce que c'est une bonne solution. Il y a des endroits où c'est une mauvaise.
Moi, je peux vite réagir. Donc, en Europe, aucune éolienne, qu'elle soit sur terre ou sur mer, ne peut se faire sans une étude d'incidence environnementale. À Luxembourg, il y a probablement 30 ou 40 éoliennes qu'on n'a pas fait parce qu'ils étaient trop proches d'un nid de Milan rouge. Et dans la mer du Nord, devant Ostende ou Knock ou wherever, le problème, là où il y a des routes migratoires d'oiseaux, interdiction totale de mettre des éoliennes. S'il y a une menace pour la vie sous-marine, vous n'aurez pas l'autorisation. Donc, ce que vous dites, c'est un argument qui est mis en avant, et c'est un argument, je crois, on revient dans le subjectif qui est, est-ce que je suis à Knock, j'ai mon appart depuis 5 ans ou 15 ans ou 25 ans, et j'ai l'habitude de regarder par la fenêtre et je ne veux pas voir une éolienne. Non, mais c'est autre chose. Mais au niveau protection de l'environnement, nous avons presque le problème que les lois qu'on a sont trop strictes. Et je vous donne l'exemple sur le Milan rouge. On a une des dernières éoliennes qu'on a mis à Luxembourg, elle a une caméra avec intelligence artificielle qui reconnaît les grands rapaces à une certaine distance. Et elle est à même de distinguer certains oiseaux d'autres oiseaux. Et quand un Milan rouge ou une autre espèce proche se rapproche de l'éolienne est ralentie. Et ça va nous permettre, par exemple, on a pu mettre cette éolienne à cet endroit seulement parce que avec cette mesure, on est capable de sauvegarder la population de Milan rouge. Et donc ce genre d'amélioration sur la performance environnementale des éoliennes, elle se fait, et juste pour vous donner un dernier exemple, sur beaucoup de parcs en mer éolienne, une des conditions pour les autoriser, c'est d'ajouter des structures sous la mer, des structures en acier. Parce que sur les explorations de pétrole qui ont été délaissées, on s'est rendu compte que les îles flottantes qui ont extrait le pétrole étaient des vraies pépinières, d'abord des structures sur lesquelles les moules et autres pouvaient se fixer, et derrière les petits poissons qui allaient manger les moules qui se fixaient. Donc, chaque fois, il faut se poser la question, mais il y a des améliorations et il y a des solutions à faire. Et sur les pêcheurs, au Danemark, à chaque fois qu'ils font un grand parc éolien, ils font des négociations avec les pêcheurs. C'est souvent une question d'attribuer en fait d'autres aires de pêche. Et pour les poissons, c'est la même chose. Si vous avez à l'intérieur d'un grand parc éolien, il est défendu de faire la pêche la plus destructrive, qui est la pêche en ras de sol. Parce que si je fais ça, je détruis les câbles électriques et les lits. Mais c'est très très bon pour les poissons. Et donc en fait, les grands projets éoliens en mer sont des pépinières de poissons. Parce qu'à l'intérieur de là où ils sont, il y a plus de restrictions de poissons. Après, il y a beaucoup de petits poissons. Le petit poisson, il est curieux, il va voir en dehors, et hop, il se fait pêcher par un pêcheur qui a le droit de pêcher à l'extérieur. Juste Nicolas une remarque. Le mouvement anti-éolienne en France, par qui il est très inspiré? Par le Front National. Pas le Front National. Le Pen est à la pointe du combat contre les éoliennes. Donc ça montre exactement d'où ça vient. Donc ça fait partie de ce discours. Finalement, il n'y a pas de changement climatique et tous ceux qui nous imposent maintenant des éoliennes et qui nous gâchent la vue, ce sont des fous. Hein. Donc il faut faire très attention. Ça fait partie un peu de cette propagande qui se met en place et qui maintenant, bien sûr, prend pour cible les technologies remplaçantes. Hein. Ceux qui n'ont jamais eu un mot
pour les centrales nucléaires, maintenant découvrent que c'est l'éolienne l'ennemi. Merci Nicolas Schmitt. Un complément de Tom Bowler. Ouais, je suis désolé, je prends un bien peu trop de la chaud. parole, je crois, mais ça me fait penser. Je crois je suis tout à fait, je crois vaguement d'accord avec ça. Parlez bien dans le micro. Oui, sauf que commence à se lever une réelle résistance, alors pas contre les éoliennes nécessairement, mais contre d'autres projets, en France à nouveau surtout, parce que c'est pour ça que j'y ai pensé, et peut-être toi aussi. Les grands travaux inutiles, on appelle ça en Belgique et en France, il y a un terme à peu près avoisinant. Les bassines, par exemple, hein, les résistances autour des bassines, qui sont là, qui sont vendues par la couche politique ou par une certaine couche politique comme étant en fait des infrastructures qui sont absolument nécessaires à cause du changement climatique. Et donc ça fait partie du package des politiques d'adaptation qu'il faut, ces espèces de bassines-là. Et donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces c'est des bassines qui servent à l'irrigation agricole, qui sont très grands, qui posent plein de problèmes justement écologiques et ainsi de suite. Donc il y a aussi là quelque chose qui est en train et qui sont récupérés par le Front National, mais vraiment par le Rassemblement National. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi au niveau de toutes ces revendications qui sont parfois des revendications qui sont anti-État, parfois c'est anti-économique, parfois c'est plein de choses. Et ça devient difficile à lire ces choses de façon correcte, je trouve. Alors moi, je suis payé pour lire, donc moi j'ai beaucoup de temps pour le faire. Il y a une nouvelle complexité comme ça autour de ces résistances, parfois locales, parfois pas si locales que ça, qui est un peu difficile à comprendre et qui, je crois, peut poser à terme des problèmes à la trajectoire de transition et ainsi de suite. Merci Tom Bowler. Merci. Donc Denis Kieffer, je suis fresqueur à mes heures perdues. Non, j'ai une question concernant un point qui a été évoqué très rapidement ce matin, qui n'est pas directement lié au réchauffement climatique, mais quand même, c'est le problème des ressources et de la ressource pétrolière en particulier. Donc la question sera peut-être pour M. Schmitt, je pense, parce que je voudrais un peu avoir l'avis de la Commission sur le sujet, avec un clin d'œil à M. Angel, parce que ce sera peut-être un peu de pessimisme en plus, désolé. Le point que je veux évoquer, c'est le problème de la ressource pétrolière en particulier, et un certain nombre de signaux faibles qui apparaissent sur le sujet. Ah, pardon. Là, c'est mieux comme ça? C'est très difficile ici. Je n'ai pas entendu. Là, c'est mieux comme ça? Parlez peut-être sans micro, on va vous entendre. Donc, les signaux faibles. Ah oui, c'est mieux. Les ressources pétrolières, donc. Donc la question porte sur le fait qu'on manquera très rapidement de pétrole, que ça ne sera plus l'abondance comme avant, et monsieur demandait si l'Union européenne tenait compte de la réalité de ces pics pétroliers, mais je pense avec le renouvelable notamment. Bon, la première chose, c'est effectivement, ça fait au moins depuis le Club de Rome, le premier rapport du Club de Rome, qu'on parle de la finitude des ressources, y compris des ressources pétrolières. Bon, il y a un point culminant qui est identifié, qui a été changé, je crois, plusieurs fois, où on a dit, voilà, là, on a atteint le maximum de l'exploitation possible des ressources pétrolières. Mais quel est l'objectif, finalement? L'objectif, c'est de décroître sensiblement et rapidement l'utilisation ou le recours à des énergies fossiles, donc aussi au pétrole. C'est ça l'objectif, hein, y compris pour l'Europe. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de pétrole du tout,
Ça, je ne dirais pas, parce qu'on utilise le pétrole, on peut utiliser le pétrole à d'autres fins que simplement le brûler dans les voitures ou dans les industries. Mais il est clair que l'objectif de l'Europe, c'est de réduire drastiquement, rapidement, l'utilisation des ressources pétrolières. Le grand problème, c'est la transition. Hein. C'est la transition. C'est-à-dire que quel sera le prix du pétrole pendant la transition ? Et là, on voit bien que les pays pétroliers, les grands producteurs, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et comme par hasard la Russie, ils jouent effectivement sur le prix, parce qu'ils savent très bien que structurellement, l'utilisation du pétrole va baisser. Si on va tous aller vers l'électrique sans utiliser, bien sûr, parce que ça c'est l'absurdité la plus totale de brûler du pétrole pour fabriquer de l'électricité, donc si on va vers les renouvelables, donc la consommation de pétrole, notamment dans les pays développés, y compris d'ailleurs même dans le pays pétrolier par excellence des États-Unis, va baisser. Donc je ne vois pas ça comme un problème fondamental. Il faut y aller plus vite. Il faut plus vite investir dans les renouvelables et il faut au plus vite devenir moins dépendant des importations de pétrole. Donc si on arrive à atteindre cet objectif, ça veut dire qu'on est beaucoup moins dépendant à la fois de ces pays producteurs qui fixent le prix, qui ont en effet un monopole, hein, l'OPEP avec les Russes, c'est vraiment, s'il y a une alerte ou un problème qui nous, finalement, a un côté positif, c'est que les Russes nous ont appris que notre dépendance par rapport aux fossiles, le gaz et le pétrole, c'est mauvais, c'est dangereux. Ça a été une grosse erreur de miser tout sur le gaz, notamment pour l'Allemagne et d'autres, et donc il faut maintenant se séparer de ça. Donc je ne vois pas le problème qu'effectivement on va avoir un point où la production du pétrole va baisser, ça c'est clair. Mais ça peut entraîner une augmentation du prix, mais il faut se rendre moins sensible à ces augmentations en très vite changer de modèle énergétique. Donc voilà. Mais peut-être tu peux ajouter... Non, la seule chose que j'ajoute, dans un monde parfait, avec des acteurs responsables de tous côtés de la table, dans le cadre des négociations climat qui sont à Dubaï en novembre, il faudrait une table où on négocie le futur volume et le futur prix du pétrole. Parce que c'est vrai que si je suis le roi d'Arabie Saoudite, je sais que j'ai encore de l'or noir dans mon sol, que je suis le pays qui a le moins de coûts de production, donc je suis toujours dans le marché. Et donc, le problème, c'est que lui, il a un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de pétrole à un prix très élevé. Nous, tous ceux qui veulent combattre le climat, on veut descendre au plus vite, je crois que l'humanité entière, on veut réduire, et on pourrait imaginer, d'ailleurs il y a 3-4 papiers qui ont été faits par des chercheurs, on pourrait imaginer un système où tu fais une taxe que tu redistribues en partie chez les vulnérables de nos économies et aux pays producteurs de l'autre côté sur en fait un volume de pétrole qui diminuerait sur les années à venir. Mais malheureusement, et plus jamais, la situation géopolitique de ce moment, avec les tensions Chine, Amérique, Russie, Ukraine, maintenant Israël, en fait, vous imaginez combien difficile c'est de bien mener les négociations les plus importantes pour l'humanité, qui sont les négociations sur le climat. Merci Claude Turmes. Ah oui. Je voulais juste évoquer aussi le fait que depuis tout à l'heure, que ce soit les éoliennes, le pic du pétrole, etc., on considère que globalement, on consommera comme avant et qu'il faut faire ces transitions pour avoir un niveau de vie qui est le même que celui d'avant. Alors que là, on est effectivement dans de l'adaptation. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le premier point, c'est l'atténuation pour des pays comme les nôtres. Donc voilà, il faut aussi anticiper le fait qu'on ne remplacera pas 1 litre de pétrole par X kilowattheures d'électricité,
nucléaire ou vert, tout ce que vous voulez, c'est que dans un premier temps, il va falloir moins se passer, moins consommer d'abord. Et c'est ça aussi le choix de société, c'est qu'il faudra d'abord atténuer notre consommation et après ce qui reste, l'adapter avec toutes ces énergies. Mais je crois qu'il y a aussi cette nécessité de bien imaginer que la vie d'avant et le mode de consommation qu'il y avait avant n'est plus tenable, même en remplaçant un litre de pétrole par des kilowattheures d'électricité. Ma question est pour Vincent. En fait, il y a quand même, justement, ça parle de consommation et de façon dont nous, on réagit. Ce matin, ce que tu nous as dit, c'est 4%. C'est le numérique aujourd'hui des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, c'est quand même ce qui cause le réchauffement climatique. Hein, donc c'est important. Et dans combien 2030 8%? On estime à 6 ou 7%. Mais ça, c'est les effets directs. Et par contre, là, je m'adresse à la Commission européenne. Je crois qu'ils sont en train d'avoir un travail dessus. C'est qu'aujourd'hui, c'est impossible d'identifier ce que ça permet d'éviter. Donc les effets indirects. Donc oui, un effet direct, on est à 4% et demain à 6, 7, 8%. Et là aussi, il faut être très, très clair. Plus les autres secteurs d'activité vont diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et moins le numérique va entamer sa transition, plus par effet mécanique, le pourcentage du numérique va augmenter. Donc de toute façon, à un moment donné, il ne va plus pouvoir passer sous les radars. Voilà. Donc oui, il va falloir qu'il fasse sa mue, etc. Et par rapport à l'Europe, pour qu'elle rende un numérique attirable, désirable, compétitif, il va falloir que le récit, parce que tout à l'heure on parlait des récits, effectivement, il va falloir que le récit d'un numérique à l'européenne soit suffisamment attractif pour que tous autour de la table, dans cette salle, tout ce qu'on soit, on arrête de dire, au lieu de dire on va faire une recherche sur un moteur de recherche, on dit t'as qu'à aller sur Google, il va falloir qu'à un moment donné, tout ce récit-là de WhatsApp, d'Instagram, de Snapchat, de TikTok, dont les fonctionnalités, je ne les remets pas en cause, mais il va falloir qu'on apprenne à créer un récit alternatif qui donne envie aux citoyens de se dire que, on n'est pas dans, on va dire, des jeux, du pain et des jeux. Hein. Voilà, il va falloir que ce soit utile, parce que quand on va être à 8% en 2030, il y aura des choix à faire. Hein. Voilà. Et si l'Europe ne fait pas ses choix dès maintenant, en termes de récit ou de trajectoire, ça va être très compliqué, hein, parce que là, en termes de numérique, ça fait plusieurs batailles qu'on perd, et il va falloir à un moment donné se réveiller. Justement, en termes de récit, on parle beaucoup qu'il c'est important de politiser, qu'il ne faut pas être il faut pas être catastrophiste, qu'il faut attirer l'attention sur des opportunités, mais ces opportunités, elles sont économiques avant tout. Mais est-ce qu'il ne manque pas une vision, en fait, un vrai projet de société? Est-ce qu'il ne manque pas un discours plus idéologique, justement, qui donne plus envie aux citoyens, qui met plus de sens, en fait, dans ces efforts à faire, etc. Et quand on parle de temps, de dire, voilà, si je fais tel effort, je perds autant d'heures de mon temps, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de visions qui vont dans le sens, comme quand on parlait souvent de digitalisation, de parler de revenus universels, c'est-à-dire à la fois de coupler des efforts avec un gain de temps, justement un PIB bien-être augmenté, de proposer une vraie vision. Parce que quand on se motive, souvent on dit ce qu'il faut, c'est l'image, la vision, là où on veut être. Et souvent dans le discours, je trouve, qui est adressé aux citoyens, c'est la vision qui manque. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, mais... Allez, qui réagit? Oui, vision, valeur, c'est un peu mon champ de recherche. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire pour améliorer en effet ce narratif et cette vision qu'on peut donner pour faire une transition vers une société vraiment durable. Premièrement, on peut insister sur tous les co-bénéfices des actions climatiques, notamment les co-bénéfices environnementaux. À partir du moment où on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on va aussi drastiquement réduire la pollution de l'eau, la pollution de l'air. À partir du moment où on fait une transition agricole pour beaucoup moins produire de viande et des produits d'origine animale, on va aussi drastiquement réduire tout ce qui est pollution de l'air et des sols. Mais c'est cette idée de bénéfice-coût, on est toujours sur une logique très économique. Donc il faut aller au-delà.
Il y a cette idée de prospérité sans croissance qui me semble très intéressante. Donc l'idée, c'est de dire on doit passer de cette vision du monde où on voit tout à travers la croissance, qu'elle soit économique, PIB ou autre chose, à une vision qui se recentre sur le plus important, vu que la croissance économique n'est pas le but en soi, c'est juste un moyen pour plus de bien-être. Donc l'idée ici, c'est de dire qu'on peut avoir une société beaucoup plus écologique, qui soit une société dans laquelle il y a tout autant, voire même plus de bien-être non seulement physique, mais également psychologique. Nous sommes dans des sociétés capitalistes hyper productives et hyper consommatrices qui mettent des pressions immenses sur les individus avec des problèmes d'anxiété qui deviennent tout à fait chroniques et plein d'autres problèmes psychologiques. Je pense qu'on peut refaire un programme de société entier à travers des idées écologiques qui montrent qu'on peut avoir une société avec un impact environnemental beaucoup plus réduit tout en ayant beaucoup plus de bien-être, tout en ayant beaucoup plus de bonheur au sens subjectif. Et donc là, avec ces idées de bien-être, de bonheur, on revient à des questions philosophiques fondamentales et aussi des questions économiques, étant donné qu'il faut savoir comment mesurer ces choses-là. Pour le moment, on mesure le bien-être en mesurant le PIB. Ici, l'idée, c'est de se dire il faut essayer de mesurer le bien-être autrement. Et tout laisse à croire dans les modèles existants de sociétés post-croissance, on parlait tout à l'heure, ou des sociétés de décroissance, qu'on n'est pas en train de tirer un trait sur la prospérité. Au contraire, on est en train de repenser le bien-être et la prospérité. Et c'est pour ça qu'il faut partir de cette idée de l'écologie punitive et de dire non, nous ne sommes pas en train de perdre quelque chose. Au contraire, nous sommes en train de gagner. Nous allons gagner en justice, nous allons gagner en protection environnementale, mais nous allons aussi gagner en bien-être général. Merci Michel Bourbon. Nicolas Schmitt. Juste un mot, je crois que ça devrait concerner aussi notre ami, puisque l'élection, ça porte là-dessus aussi, hein, les élections. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On a une approche très technique, d'abord, de la question climatique. C'est très techno, hein, c'est très primo, c'est très économique. Et c'est un peu ce que j'ai dit au début. On est dans la logique du siècle dernier, mais avec un contexte qui est complètement différent. Et on croit simplement, en tournant les vis techniques sur le climat, qu'on va plus ou moins garder le système tel qu'il existe. Je crois que ça, c'est une grande illusion. Hein, c'est une grande illusion, on ne va pas y arriver. Et donc, il faut un peu changer la vision de la société. Et la première chose, c'est la justice. Hein. La justice, donc, on ne peut pas avoir le modèle néolibéral de la share value et en même temps vouloir minimiser les émissions de carbone. Parce que ça, c'est dans le modèle néolibéral, c'est une externalité dont qu'on ne prend pas en compte. Ben, elle nous revient en force. Donc je crois qu'il y a à développer, et ça c'est le ressort des politiques finalement. Ben, les Verts, d'une certaine manière, si je peux me faire leur interprète, avaient essayé de faire aussi une vision, et ils avaient aussi inspiré d'autres, c'est d'avoir une autre vision de la société. Certains l'ont appelé plus sobre. Le PNB, vous l'avez mentionné, de remplacer le PNB comme un indice du bonheur, ou ce que les Finlandais avaient introduit lors d'une présidence, ils avaient introduit précisément l'économie du well-being. Bon, ce sont des notions très floues, mais qui montrent bien qu'il faut construire un autre narratif, mais derrière le narratif aussi une autre réalité. Et je crois que c'est ça qui fait défaut, parce que les gens voient le côté punitif, oui, ça ils le voient, ils punissent après les uns et les autres qu'ils identifient à juste titre ou à tort avec ça, mais ils ne voient pas derrière, en fait, une société qui pourrait se mettre en place avec d'autres valeurs, avec une qualité de la vie qui est supérieure. C'est toute la thématique, la productivité, c'est la thématique du travail, quelle est la place du travail dans nos sociétés, etc., etc. Donc je crois qu'il y a un défaut à ce niveau qu'il faut combler, donc il faut écouter un peu les philosophes, il faut un peu écouter les gens qui pensent au-delà de cette approche purement technique. Tom Bowler voulait réagir d'abord. Oui, je crois qu'on est tous en train de vouloir réagir à ça parce que je crois que c'est un truc. Bien dans le micro. Oui, c'est assez important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas de vision. Ceci dit, c'est pas vrai qu'on n'a pas des gens qui nous tendent des perches pour qu'on fasse ces visions. Et la première qui fait ça de façon assez régulière, c'est Ursula von der Leyen.
Quand elle parle du Green Deal, pour elle, ce n'est pas un truc technocratique avec des vis. Parfois, où elle en parle de façon totalement empathique. Et elle dit que c'est ce que tu viens de décrire. C'est la société de demain, c'est un truc comme ça, quoi. La question ensuite, il y a deux questions ensuite. La première, c'est comment est-ce qu'on fait alors, tous, entre guillemets, à se mettre dans le bateau pour pouvoir décider de la vision. J'aime beaucoup Ursula von der Leyen, je peux avoir beaucoup de respect devant elle, mais ça reste une femme politique de droite d'un pays. Enfin, voilà, c'est pas nécessairement, c'est pas l'unique voix qu'il doit avoir. Voilà, il faut multiplier un tout petit peu les perspectives. Ça, c'est la première chose. Et puis, quand elle en parle, en fait, elle dit, mais on a déjà fait ça, en fait. Il y a 200 ans, en Europe, on a été les champions du monde de la révolution industrielle. Ce truc, on l'a inventé. Et en fait, la société fordiste, productiviste, et ça c'est la société européenne. Hein, c'est nous qui l'avons fondée, c'est nous qui l'avons imaginée. Et donc la narrative qu'on essaie de combattre aujourd'hui, c'est quelque part celle du continent européen. Sauf qu'à ce moment-là, et je crois que ça c'est un truc assez important, c'est que ces narratives se sont construites en fait au mieux pendant que les transitions étaient en place. On n'a pas, comme pour un produit, pour un nouveau yaourt, construit d'abord la narrative et puis le reste. Et ça, c'est un truc à considérer, ouais, parce que ça change quand même fondamentalement la dynamique de comment se construisent les sociétés. En général, les sociétés ont le narratif qu'elles méritent quelque part. Hein, donc, et ça, c'est, pour l'instant, moi, je suis beaucoup avec des gens qui sont plus des étudiants. Là, la narrative actuellement, c'est une narrative d'urgence extrême, d'anxiété, de merde, merde, merde. Et ça, c'est la narrative d'aujourd'hui, je crois. Et puis de l'autre côté, on a les narratifs qui sont totalement opposés, qui sont l'opposé, quoi. Et donc, c'est pas facile. Je crois qu'on est sur le besoin. Sur le besoin, je suis entièrement d'accord. Sur comment y arriver, pourquoi, comment. Ah, oui. Ça va nous faire un sujet de débat pour la prochaine fois, je pense, parce que on va arrêter le ping-pong. On va arrêter le ping-pong sur cette question-là. J'aimerais quand même, avant de conclure, me tourner vers Francisca. Je sais combien c'est difficile de siéger au milieu d'un panel, au milieu de 6 mâles blancs pour une jeune fille. Alors, parlez-nous un peu et dites-nous ce que vous avez pensé de cette journée, les conclusions que vous en retirerez, comment vous allez continuer à militer à partir de demain. Francisca, parlez-nous. Est-ce que vous allez continuer à utiliser votre smartphone aussi? Je ne sais pas si vous le faites. Je trouve que c'était une journée très inspirante et je suis heureuse de voir beaucoup de gens intéressés au sujet, beaucoup de gens qui sont en faveur d'une transition écologique. Et oui, par rapport au smartphone, je pense que le numérique, c'est un grand défi. Et comme on a vu, il y a beaucoup de désavantages, mais il faut bien l'utiliser pour des choses bien. Et ça aussi, il y a la communication et l'explication. Et c'est un sujet très délicat aussi. Vous êtes venu en train et vous repartez en train, hein? En bus, oui. Voilà. Super. Je vais inviter les jeunes qui étaient avec nous ce matin et qui ont été aussi attentifs que vous à toute notre session d'aujourd'hui à nous donner leurs conclusions. Il y en a une qui nous fait faux bond parce qu'elle avait un concert symphonique, ce qui est tout à fait louable. Mais la parole est à vous. Je ne sais pas qui manque dans le... J'avais Alina, Léna, Yann, Étienne et Bénédicte. Il nous en manque une. Alina. Eh bien... bonsoir Alina, et c'est à vous, Léna, Yann, Étienne et Bénédicte. Alors bonsoir tout le monde, on ne va pas parler pour trop longtemps, alors aucun souci. Alors je veux d'abord sincèrement remercier tous les participants et aussi le public et l'audience pour être ici. Et quelque chose que moi j'ai appris et moi j'ai eu de cette conférence et d'avoir un peu plus confiance que si on agit ensemble et si on reste ensemble, même avec notre opinion politique différente, quand on reste unis et quand on a vraiment cette lutte commune, on a le pouvoir de réduire le titan
qui est la problématique du climat et de l'échauffement climatique. Merci beaucoup. J'aimerais remercier l'Association des rencontres européennes pour nous avoir laissé assister à cette conférence. Et j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et ça m'a aussi donné beaucoup d'espoir qu'il y a vraiment énormément de monde qui travaille, une communauté qui s'élargit de jour en jour, qui travaille sur ce problème qui va devoir être affronté et résolu, car sinon il ne restera plus rien à résoudre. Donc oui, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier pour avoir eu la chance d'être ici aux rencontres européennes. Et en fait, après une journée aussi intense et riche en informations, je souhaite partager mon opinion dans le sens de... Je pense aussi que c'est important que nous agissons comme individus parce que, en fait, en fin de compte, c'est notre choix. Si on recycle, si on prend l'avion ou le train, et tout le monde peut contribuer à un futur plus vert. Et voilà. Merci. D'abord, encore une fois, merci aux intervenants. Merci aussi à Denis et à Étienne de nous avoir fait ce joli workshop Fresque du climat. Et pour conclure cette journée très intense de discours différents, j'aimerais bien conclure avec quelques mots qui concernent nous tous. En fait, je suis d'avis que c'est tout le monde qu'il faut agir et c'est contre le dérèglement climatique. Et je me rends bien compte que si seulement une personne change, ça ne va malheureusement pas aider grand-chose. Donc je vous demande de me faire une faveur. En fait, parlez à au moins une personne ou un membre de famille de chez vous. Parlez sur ce que vous avez appris, ce qui vous a fait penser aujourd'hui et montrez à eux qu'il faut agir. Nous faisons tous partie du problème, donc faisons aussi partie de la solution. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de votre implication pour ce travail.